Donc, il est 19 heures. Alors, bienvenue tout le monde à ce panel virtuel intitulé Faits versus fausses nouvelles, le combat de l'information. Ce panel est présenté dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias et c'est organisé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je me présente, mon nom est Valérie Gendron, je suis responsable logistique et communication à la Fédération. Et c'est moi qui vais animer le panel ce soir. Et je dois vous avouer, c'était vraiment important pour nous et pour le comité de la Semaine de la presse et des médias de parler de désinformation parce que c'est un des grands combats de notre monde moderne. Et pour aborder cet enjeu, je vous présente à l'instant nos panélistes. On est très contents de pouvoir compter sur leur connaissance et leur savoir. Donc, Pascal Lapointe, rédacteur en chef à l'agence Science Presse et aussi responsable de la rubrique Le détecteur de rumeurs. Bonsoir, Pascal. Allô. Et Nicolas De Rosa, journaliste au décrypteur à ici Radio-Canada Télé. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Nous, on va aussi avoir le témoignage de Tamara Alterescu pour notre volet sur la désinformation sur la guerre en Ukraine. Ça va être un petit peu plus tard dans le panel. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet parce que parler de désinformation pendant 1 heure et demie, c'est tout un défi parce que c'est un sujet bien complexe. Et je tiens à préciser qu'on va avoir 30 minutes à la fin du panel pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite tout au long du panel à écrire vos questions dans la section conversée au bas de l'écran. Ça se peut que ça soit écrit chat si votre interface est en anglais ou des fois, c'est même écrit discussion. Donc, inscrivez vos questions. On va y répondre 30 minutes avant la fin du panel. C'est vraiment important pour nous que vous fassiez partie prenante de cet échange-là. Donc, voilà. Nicolas et Pascal, dans le cadre de vos fonctions, à tous les jours, vous combattez la désinformation. Et après plus de 2 ans de pandémie, on est conscient qu'on fait face à un problème majeur. On a vu les fausses nouvelles se répandre à vue d'œil. Mais pour bien lutter contre ce fléau, je pense qu'il faut bien comprendre ces mécanismes. Alors, quels sont les mécanismes sous-jacents à la désinformation? Pascal, en premier. Ben, il y en a beaucoup. C'est sûr que celui qui, moi, me tient souvent à cœur, c'est celui que c'est nous-mêmes, c'est le fait que ça joue sur nos cordes sensibles. J'ai souvent coutume de dire à la blague qu'il n'y a jamais personne qui a partagé une fausse nouvelle plate. Hein? On partage une fausse nouvelle parce qu'on la trouve réjouissante ou parce qu'on la trouve scandaleuse. Et c'est ça, c'est un mécanisme sous-jacent bien important. Donc, le désinformateur, le manipulateur va jouer sur nos cordes sensibles ou bien notre naïveté ou bien notre subjectivité ou notre idéologie, mais il va jouer avant tout sur nos émotions, nos cordes sensibles. Puis on peut ajouter à ça que les algorithmes de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de YouTube, ben, c'est comme s'ils étaient faits sur mesure pour jouer avec nos cordes sensibles. Forcément, si Facebook ne diffusait que des nouvelles d'actualité, bon, les mêmes que la presse ou Radio-Canada ou Devoir diffuse, ben, ce serait beaucoup plus plate. Je ne le dis pas de façon péjorative. Je veux dire, on sait bien que la nouvelle, l'actualité, très souvent, c'est quelque chose qui ne joue pas sur nos cordes sensibles, c'est quelque chose qui est nuancé, qui apporte des bémols, qui fait réfléchir. Et ça, ce n'est pas le genre de matériel qu'on partage spontanément sur Facebook ou sur YouTube. On va partager plutôt le matériel qui fait dire « Ah, waouh » ou bien « Ah, wesh ». Et puis ça, ben, c'est ça l'algorithme. L'algorithme favorise ça. Et du coup, l'algorithme favorise beaucoup plus la fausse nouvelle spectaculaire que la vraie nouvelle qui explique, qui décortique, qui analyse. Fait que ça, c'est un mécanisme sous-jacent extrêmement important. Ce n'est pas le seul, mais je peux laisser Nicolas enchaîner parce qu'il y en a d'autres. Oui, bien, je pense que ça va un peu dans le même sens. Je préciserais par contre que je pense que les médias aussi jouent ce jeu-là. Je pense que les médias sont au courant de comment attirer des clics. Je ne dis pas qu'ils jouent au jeu de la désinformation, juste pour préciser, mais je parle de titres qui vont aller chercher l'attention, qui vont aller chercher nos émotions. C'est quelque chose que les médias aussi ont adapté à l'ère des médias sociaux parce que c'est vrai, c'est une économie d'attention. Puis comme le disait Pascal, c'est beaucoup des mécanismes sous-jacents. Les biais cognitifs, comme par exemple le biais de confirmation. On tend à sélectionner des informations qui renforcent nos croyances. Des biais cognitifs comme ça, ben, c'est effectivement renforcé par les algorithmes qui vont nous présenter ce qu'on veut voir finalement. Fait qu'on peut se ramasser dans des chambres d'écho de désinformation, certainement, à cause de mécanismes comme ça. Puis sinon, ben, il y a d'autres mécanismes sous-jacents du côté
désinformateurs, évidemment, parce que je pense que c'est important aussi de préciser la distinction entre désinformation et mésinformation. Donc, désinformation, on parle vraiment de diffuser intentionnellement une fausse information en connaissance de cause, à un but précis. Là. Mésinformation, c'est quand on ne sait pas qu'on partage une fausse information. Donc, souvent, justement, des informateurs désinforment et le public va mésinformer à son tour en repartageant cette information-là. Donc, il peut y avoir toutes sortes de motivation pour les désinformateurs. On entend souvent ce refrain de la motivation économique de la chose. Là, c'est certain qu'il y a beaucoup d'influenceurs de la désinformation qui, oui, peuvent s'enrichir avec ça. Les sites de fausses nouvelles aussi, c'est certain, c'est moins présent de nos jours, je pense. Il y en a encore, il y a encore des sites qui désinforment, mais c'est beaucoup shifté, désolé pour l'anglicisme, mais vers plus des influenceurs réseaux sociaux qui, oui, sollicitent des dons, mais parfois, c'est simplement aussi une question de reconnaissance, d'être plus connu, qui peut mener à d'autres occasions de gains personnels. Mais surtout, c'est aussi des gens avec des croyances, des convictions dans certains cas, qui parlent aux gens qui ont les mêmes convictions qu'eux. Et encore une fois, on va renforcer des croyances, on va se ramasser dans des bulles de fil, des chambres d'écho, le terme que vous préférez, puis on va confirmer nos billets. C'est intéressant, cette distinction-là sur mésinformation, désinformation. Puis je pense aussi qu'on peut tous, des fois, participer à notre insu à la mésinformation. Pascal, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ajouterais même un exemple parce que Nicolas vient d'ajouter sur les motivations des désinformateurs, parce qu'évidemment, je le suis, je suis d'accord avec lui sur la distinction de désinformation et mésinformation. C'est un exemple qui a été particulièrement frappant avec la pandémie. On s'est retrouvé pendant la pandémie avec un tas de YouTubeurs qui sont devenus extrêmement populaires en diffusant de la désinformation ou de la mésinformation. Peut-être qu'ils ne le font pas volontairement, mais ils ont tellement croire à leur affaire que je présume qu'ils sont plus dans la désinformation. Donc, plein de fausses nouvelles, plein de théories du complot sur la pandémie. Or, ces gens-là existaient avant la pandémie. Beaucoup de ces YouTubeurs-là étaient déjà présents, faisaient déjà des vidéos complotistes, de toutes sortes de théories de complot bizarres. Le débarquement sur la Lune n'a jamais existé, les Américains sont de mèche avec les extraterrestres, et ainsi de suite. Mais la plupart d'entre eux étaient des anonymes, étaient virtuellement inconnus, et la pandémie a été un boost pour certains d'entre eux, au point où ils se sont mis à ne parler que de la pandémie. Et ça, bien évidemment, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais ça fait soupçonner qu'il y a peut-être une motivation derrière ça de reconnaissance, comme parlait Nicolas à l'instant, et le fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait là un filon. Quand ils parlaient des extraterrestres, ça ne marchait pas, mais quand ils se sont mis à parler de la pandémie, là, tout à coup, ça fonctionnait. Alors, est-ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent? Je laisserai ça aux psychologues du futur pour décoder ça, mais je pense que c'est un bel exemple de motivation du côté de désir de reconnaissance, puis peut-être même de désir d'obtenir des revenus publicitaires avec des sujets qui sont plus populaires. C'est intéressant. Puis en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on assiste vraiment à beaucoup de désinformation. On qualifie d'ailleurs cette guerre de l'information. Et on avait envie de profiter de ce panel-là pour parler de la propagande russe. Et Tamara Alterescu, correspondante de Radio-Canada à Moscou, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions pour mieux comprendre comment le Kremlin contrôle l'information. Et d'ailleurs, la vidéo est en différé pour votre information. Tamara, actuellement, est journaliste flottante à l'extérieur de la Russie dans les pays limitrophes à cause de la nouvelle loi de Poutine sur la désinformation. Donc, je lance à l'instant la vidéo de Tamara Alterescu. Qui reflète la réalité, je vais prêcher pour ma paroisse, en tout cas la nôtre, c'est le journalisme terrain. C'est pour ça qu'on paye très cher. C'est pas la bonne vidéo, donnez-nous 2 secondes. Vous avez un petit avant-goût de notre finale. Désolée pour le problème technique. Je peux le partager sinon, Catherine. Il n'y a pas de problème.
Je vais te laisser faire, peu importe laquelle, sur laquelle je clique, c'est la 2 qui s'affiche. Je sais pas. OK, il n'y a pas de problème, je partage ça à l'instant, merci. On va discuter aujourd'hui de la désinformation. La première question qu'on me pose, c'est le rôle de la désinformation dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je vais me concentrer sur la désinformation du côté russe parce que je la connais, parce que je la consomme depuis des années. Ça fait partie du métier de correspondante en Russie de la consommer parce que ça nous aide à comprendre l'opinion publique qui se base, pas en majorité, en tout cas pas avant la guerre, sur la propagande russe, mais en bonne partie. Et cette désinformation qui est véhiculée par les médias d'État est devenue, depuis le début de la guerre, la norme en Russie. Il y avait autrefois des médias indépendants, ils ne sont plus là. Donc, la désinformation, c'est la trame sonore de base et visuelle dans le discours médiatique en Russie. Et je dis que c'est de la désinformation, c'est pas de l'opinion, de dire que ce qui est véhiculé par les médias d'État russes qui prennent toute la place, c'est basé sur des mensonges. La guerre telle qu'elle est vendue à la population russe dans ces médias de propagande, c'est que l'Ukraine est nazie, ce qui est faux. C'est que l'Ukraine n'a pas le droit d'exister dans sa forme actuelle, ce qui est du mépris, de la haine et de la xénophobie. Donc, c'est pas de l'opinion de dire que c'est de la désinformation à la base. Et s'il fut une époque, pas très lointaine, où il y avait encore de la place pour les médias indépendants, il y en avait beaucoup. Il n'y en a plus. Ceux-ci ont quitté de leur propre chef, ont été chassés ou ont été bannis. Il faut rappeler le contexte. Des lois sur la censure militaire qui menacent de 15 ans de prison tout journaliste, même nous, même les journalistes étrangers, même les journalistes locaux, peu importe, qui osent publier ce que le Kremlin juge de la fausse information sur l'armée ou sur la guerre en Ukraine, qu'on n'a pas le droit d'appeler de la guerre, qu'il faut appeler une opération spéciale contre les nazis. Donc, pour le rôle de la désinformation en ce moment du côté russe, je vous dirais que c'est la base de tout le discours médiatique qui a pris toute la place. Deuxième question, comment expliquer l'aveuglement de certaines des Russes, même quand les proches essaient de les convaincre du contraire? C'est une bonne question et vu de l'extérieur, ça peut paraître complètement absurde. Moi, je l'ai vécu en parlant aux Russes au fil des ans, en voyageant dans les régions. Je pense qu'il faut sortir de l'extérieur des villes. Moscou, Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg, Vladivostok, ce sont des grandes villes où les gens sont beaucoup plus éduqués, où les gens sont beaucoup plus branchés dans le vrai sens du terme. Quand on sort de ces régions-là, on a affaire à une autre population. Il y a une fracture générationnelle. Donc, les plus vieux, en ce moment, sont les téléspectateurs idéaux pour la ligne du Kremlin. Les gens qui ont grandi pendant l'Union soviétique, qui ont vu leurs parents se battre contre les nazis, sont très preneurs du discours actuel, parce qu'on justifie la guerre, encore c'est de la désinformation, mais par le fait qu'on va se battre contre des nazis. Donc, cet aveuglement est justifié et explicable par la politique de la peur. On a inculqué à ces gens-là, depuis 20 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, que la Russie sera toujours en danger et qu'il faut toujours être prêt à la défendre. Peu importe le prix. Vous savez, en ce moment, et ce qui explique encore l'aveuglement, c'est qu'on cache aux Russes le vrai prix en vie humaine. On annonce au compte-gouttes les décès et même quand on s'approche de chiffres réels, on n'est pas encore là, on explique aux gens, ce sont des héros. Il n'y a pas une ville en Russie qui n'a pas un monument aux héros de la guerre. Il y a un respect pour la fonction militaire en Russie qu'on ne connaîtra jamais ici, en Amérique du Nord. Donc, ça explique en partie. Les jeunes. On me pose la question, pourquoi les jeunes sont plus enclins à mettre en doute l'information? Je pense que ça va de soi, ils sont beaucoup plus branchés.
c'est des jeunes qui ont grandi avec un téléphone cellulaire dans la main, qui sont branchés sur toutes les plateformes et qui même, en dépit du fait que Twitter, Instagram, Facebook ont été bannis en Russie, souvent ont des VPN, ont les moyens de s'en acheter. C'est pas acquis à tout le monde de payer 50 ou 100 $ pour un VPN. Et c'est eux qui forment la plus grande opposition. Il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi beaucoup d'adultes, mais c'est vrai qu'il y a une forte opposition chez les jeunes qui n'ont connu que Vladimir Poutine, qui ont un sens beaucoup plus critique, qui n'ont pas la capacité de le comparer à ce que la vie était avant, parce qu'il y a encore une nostalgie par rapport à l'URSS. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus critiques de leur gouvernement actuel, de Vladimir Poutine, et qui, pour vous dire franchement, sont horrifiés de ce qui se passe en ce moment. Mais ce n'est pas tous les jeunes. Moi, j'ai parcouru la Russie pendant des années, et il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très patriotiques et qui confondent le patriotisme avec l'acceptation de n'importe quelle politique. Poutine a créé une très jeune armée qui s'appelle l'armée de Poutine, et on inculque aux jeunes, en sortant de la garderie, ce concept de patriotisme et du don de soi pour la défense du pays. Et c'est pas que dans les écoles patriotiques spécialisées, il y a des classes dans les écoles de quartier, comme on les connaît ici, dans les écoles publiques, où il y a des classes militaires, où les élèves qui font partie de cette classe se présentent en uniforme, et inculquent très jeunes au reste de leurs petits camarades cette notion que la Russie est en danger et qu'il faut la protéger. Donc, ça vous explique pourquoi en ce moment, il y a un soutien pour ce qui est qualifié encore en Russie d'opérations militaires très limitées en Ukraine, d'opérations spéciales. Encore une fois, très intéressant. Ça nous permet de bien comprendre comment fonctionne la propagande russe. Et parlant de la Russie, j'ai lu récemment un texte d'Isabelle Haché dans la presse, Comment combattre l'intox russe. Et ce que ce texte nous révèle, en fait, c'est que Poutine serait à la source de bien des mensonges et faux scandales qui circulent sur le web sur toutes sortes de sujets dans le but unique de polariser les sociétés occidentales. On peut donc en déduire que la désinformation est un outil dangereux pour l'équilibre d'une société. Puis moi, je serais curieuse de savoir quels sont ses impacts, Nicolas. De la misère avec mon micro. Ben, c'est vraiment large comme question. Je pense qu'il faut peut-être segmenter ça. Dans le cas de la propagande russe ou de toute la désinformation russe diffusée à l'intention des sociétés occidentales, ce qu'on a vu avec, par exemple, l'élection de 2016, on parlait de l'ingérence russe dans cette élection-là. Il y a des gens, puis dans le texte dont tu parles, je pense que c'était abordé aussi, oui. Il y a des gens il y a des études qui ont conclu que cette désinformation-là a favorisé l'élection de Trump. D'autres études qui disent plutôt que le but, c'était vraiment de semer de la discorde, de fragiliser l'équilibre de la société, de faire en sorte qu'on s'entre-déchire essentiellement pour affaiblir la cohésion sociale, affaiblir l'Occident. Puis on a vu ça avec beaucoup de recherches qui étaient faites là-dessus, par exemple, avec des événements qui étaient conjointement organisés. Mettons une manifestation anti-islam devant une mosquée montée de toutes pièces par ces usines à trolls, comme on aime les appeler. Là, puis de l'autre côté, tu avais la manifestation pro-islam en même temps, dans le but de créer des confrontations. Là. Donc, dans ce cas-là, on parle vraiment de déstabiliser les sociétés, de faire en sorte que les gens, qu'il y ait du conflit. Dans le cas de ce qui se fait localement en Russie, c'est une toute autre histoire. Là. On parle vraiment de totalitarisme qui est en train de s'instaurer, de carrément. On contrôle presque tout l'écosystème médiatique, c'est complètement une autre chose. Mais pour faire un parallèle peut-être entre ce que la Russie fait ici et ce que... Parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de la Russie pour être déstabilisé comme société. C'est justement, on parlait de la pandémie, là. Je veux dire, on a des informateurs bien de chez nous, ce n'est pas le Kremlin qui est en train de faire tout ça. Là. Donc, mais le résultat est le même. On exacerbe des tensions sociales, on crée du conflit, puis il y a des gens qui vivent finalement dans des espèces de réalités parallèles
en ce moment dans nos sociétés. C'est toujours le cas, mais là, en plus, avec la pandémie, le fait qu'on était enfermés chez nous pendant 2 ans, le fait que l'Internet, ce n'est pas la vraie vie, mais quand pour plusieurs d'entre nous, l'Internet, c'est presque toute notre vie pendant 2 ans, ça quand même une pas pire distorsion de la réalité qu'on peut vivre avec ça. Donc, il y a plusieurs conséquences possibles de la désinformation, c'est sûr. Pascal, j'aimerais entendre votre point de vue sur cette question-là. Oui, je peux enchérir sur ce que Nicolas a dit. Quand on dit semer la discorde, on peut même aller plus loin et dire semer le doute. On imagine souvent à tort que la désinformation a pour but de convaincre. Hein? Je vais dire une fausseté, puis je vais essayer de convaincre les gens que c'est la vérité. En réalité, non, la désinformation a souvent pour but, comme le dit Nicolas, de semer la discorde, semer le doute, semer la confusion, donc déstabiliser effectivement. Puis on peut même aller plus loin, on peut parler de désengagement de la chose publique, désengagement de la conversation publique, amener des gens à croire que, finalement, distinguer le vrai du faux, c'est impossible. Tout le monde nous ment. Alors moi, je vais choisir de croire l'influenceur ou le politicien qui dit ce que je veux entendre. Et je donne peut-être l'impression que je suis en train de décrire les réseaux sociaux, mais ce que je suis en train de décrire, il y a une grande auteure au 20e siècle, Hannah Arendt, qui avait dit à peu près la même chose, qui disait grosso modo, c'est une auteure qui a écrit beaucoup sur la montée des fascismes dans les années 1920-1930. Et une des choses qu'elle disait, qui a encore beaucoup de résonance aujourd'hui, c'est que si on a amené un peuple à croire qu'il est impossible de croire à quelque chose, on peut le manipuler comme on veut. Un peuple qui aurait perdu sa capacité d'agir ou sa capacité de penser ou de juger. Je sais le problème de mémoire, mais vous voyez l'idée. C'est un des impacts de la désinformation, puis c'est pas de la spéculation, ce qu'on fait là. On parlait de la Russie tout à l'heure. La Russie a une agence gouvernementale depuis les années 20 vouée spécifiquement à la désinformation. Et lors de la chute de l'URSS, il y a plein de documents qui sont sortis. Il y a des gens qui ont témoigné exactement que leur but, effectivement, c'était ça. C'était de semer la discorde, semer le doute. C'était pas de convaincre que l'URSS était le meilleur régime du monde. C'était pas de convaincre les gens de changer d'affiliation politique. C'est juste de semer la confusion, semer le doute, semer la discorde. C'est un des impacts. Quand on parle d'impact sur la démocratie, c'est probablement l'impact le plus important qui soit. Oui, puis je pense. Bon, avoir le temps, on pourrait enchérir sur d'autres. Oui, vas-y, Nicolas. J'allais juste ajouter, je pense que c'est très bien dit. Puis on a eu des exemples assez concrets avec ça, avec ce qui se passe en ce moment avec la guerre. Parce que la désinformation qui visait les Russes, c'était une chose, mais celle qui visait l'Occident, c'est pas nécessairement de nous convaincre, comme l'a dit Pascal, c'est de peut-être nous faire douter, nous faire questionner. Comme toute cette histoire de nazis en Ukraine. C'est vrai que le régiment d'Azov fait partie de l'armée. Par contre, est-ce que c'est aussi gros ou important que veut faire croire la Russie? Absolument pas, évidemment. Et c'est pas comme si les nazis contrôlent le gouvernement ukrainien, mais malgré tout, il y a bien des gens qui, en voyant ces informations-là, peut-être en consommant de la désinformation, vont vraiment plus savoir quoi croire, quoi penser. Puis c'est difficile de faire la part des choses, même pour les plus... les plus engagés d'entre nous dans l'actualité. Effectivement. Puis, j'aimerais revenir sur les déclarations de France Haugen, la lanceuse d'alerte. Je vais revenir un peu là, sur les éléments clés qu'elle a révélés au public. On a appris, entre autres, que Facebook est conscient que ses algorithmes favorisent la désinformation, mais il tarde à mettre sur pied des moyens efficaces où Facebook les met, mais les retire, parce que ça va à l'encontre de leur modèle économique. Et moi, la question que je me pose, est-ce que c'est possible qu'un jour, Facebook offre un meilleur système de recommandation de contenu ou c'est utopique, puis sur ces plateformes-là, la haine, la désinformation va toujours faire vendre? Pascal? La réponse courte, c'est utopique. que Facebook fasse ça d'elle-même, c'est utopique pour la raison que tu viens de dire. C'est leur modèle d'affaires. Ça carbure à l'émotion, ça carbure à nos cordes sensibles. Donc, si c'est rentable,
Pourquoi est-ce que Facebook reviendra en arrière? La seule façon par laquelle ce ne serait pas utopique, c'est s'il arrive des réglementations. Puis il se trouve qu'on commence à en parler depuis un an ou deux, que des gouvernements réglementent l'algorithme, que les gouvernements obligent les compagnies à être plus transparentes sur leur algorithme pour qu'on découvre qu'est-ce qui fait que des discours haineux se retrouvent si haut dans le fil, puis que des discours sérieux, rigoureux, pro-scientifiques semblent ne pas apparaître? Qu'est-ce qui fait que, encore récemment, ces dernières semaines, des vulgarisateurs ou des médias de science se trouvent être bloqués par l'algorithme, tandis que des comptes qui ont été de désinformation, qui sont simulés depuis des mois, sont toujours là? Bien, il y a des choses qui sont rentables, il y en a qui le sont moins. Alors, ça a l'air très cynique ce que je dis là, mais veut pas, c'est son modèle d'affaires. Donc, une compagnie ne peut pas, juste par bonté d'âme, par altruisme, dire OK, on aide un modèle d'affaires, puis on devient un bon citoyen corporatif sans rien demander en retour. Il va falloir, d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait une pression politique puis une pression de l'opinion publique. On oublie que ces entreprises-là, ce sont des entreprises, que leur objectif, c'est de faire de l'argent. Ils n'ont pas tant que ça notre bien-être à cœur. Leur premier objectif, c'est de faire de l'argent, comme tout entreprise. C'est un système capitaliste, donc effectivement, ils ont trouvé un modèle d'affaires. On utilise beaucoup ce mot-là, mais c'est exactement ce que c'est. Donc, ils ont trouvé un modèle qui est extrêmement rentable parce que plus Facebook vous envoie des nouvelles qui correspondent à ce que vous aimez, plus vous allez rester longtemps sur Facebook et plus vous allez revenir souvent. Donc, ça, c'est de l'or en barre pour des publicitaires. L'économie de l'attention. Oui, Nicolas? Bien, c'est ça. Puis c'est aussi que si les gouvernements légifèrent, si les compagnies décident par elles-mêmes, là, comme disait Pascal, c'est utopique de penser qu'elles le feront par elles-mêmes, mais si elles décidaient par elles-mêmes d'aller contrôler davantage l'information qui est diffusée, il y a quand même des risques aussi de dérape, là, de censure avec tout ça. Et c'est pour ça, c'est pour ça. On a entendu Zuckerberg dire à maintes reprises devant le Congrès, écoutez, réglementez-nous. Eux, ils veulent que les gouvernements le fassent pour qu'eux autres n'aient pas à le faire. Ils sont déjà assez mal pris en disant chaque décision qu'ils prennent va déplaire à un bord ou à l'autre. Ils vont être perçus comme l'arbitre de la vérité. Mais est-ce que c'est mieux que le gouvernement soit l'arbitre de la vérité? Poser la question, c'est d'y répondre. Je pense que non. C'est pour ça, je pense que Frances Haugen a quand même mis de l'avant des solutions de réglementation intéressantes qui n'enfreindraient pas sur la liberté d'expression des gens. Donc, dans le jargon Facebook, le jargon interne de Facebook, il y a ce concept dont on a entendu parler dans les Facebook Papers, des deep reshare. Et un deep reshare, c'est quand, disons, une page publiera un contenu, une personne partagera ce contenu-là, et là, qu'une autre personne partagera le contenu à partir de la publication de cette personne-là. C'est comme une chaîne de partage, là. Et il y avait une étude interne de Facebook, là, j'y vais de mémoire, ça se peut que je me trompe sur les chiffres exacts, mais qui disait qu'après plus de 2 personnes dans cette chaîne-là de deep reshare, la personne a 4 fois plus de chances de voir de la désinformation. Donc, ce que pourrait faire Facebook, c'est, ou ce que pourrait faire un gouvernement pour réglementer ça, c'est dire, bon, écoutez, le deep reshare, après 2 fois, on arrête d'amplifier la portée de cette publication-là. Est-ce que ça pourrait limiter les dégâts sans éradiquer la désinformation? Peut-être, c'est peut-être une solution envisagée. On a aussi vu Frances Haugen dire il faudrait que ce ne soit plus un algorithme qui nous recommande du contenu basé sur les interactions que ça va susciter, qu'il faudrait qu'on nous présente tout en ordre chronologique, que tout soit sur un pied d'égalité finalement. Ça aussi, c'est peut-être une solution à envisager, mais ultimement, il y a plein de mécanismes et de systèmes. Là, je parle beaucoup de Facebook, là, mais c'est ça qui a été très documenté, je pense, dans la dernière année. Mais comme les groupes Facebook, c'est une énorme source de désinformation et il y a des chercheurs, des chercheuses qui disent il faudrait carrément qu'il n'y ait plus de groupes sur Facebook parce que c'est difficile d'aller modérer ça, puis la désinformation fait juste courir librement dans ces groupes-là. Donc, est-ce que ce serait de forcer des changements systémiques à ces compagnies-là aussi? Il y a plusieurs idées qui circulent. Je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être fonctionner sans nécessairement porter atteinte à la liberté d'expression. C'est certain aussi qu'on parle d'investir, on parle de profit, tout ça, mais il y a très peu de modérateurs humains chez Facebook qui sont très peu transparents sur les chiffres. Et dans des marchés là, où on ne parle pas anglais, c'est terrible. Là, je veux dire, on est au Québec, on parle français, c'est déjà moins...
disons qu'ils surveillent moins ça ici qu'ailleurs, là, où ils parlent anglais, mais il y a d'autres pays où tu sais, dans les Facebook Papers, on parle beaucoup de pays en Afrique où il y a très peu de modérateurs, puis il y a des appels à la violence qui sont propagés allègrement sur les réseaux sociaux, des partis politiques carrément qui ont des énormes machines de manipulation. Ça fait peur quand même. C'est certain qu'il faut que les gouvernements du monde entier se mobilisent parce qu'en ce moment, les géants du web sont tellement puissants qu'il y a encore le pouvoir sur le système, dans le fond. On va se diriger maintenant vers les solutions parce que je pense que c'est ça le plus important lorsqu'on aborde un enjeu. On veut connaître les solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour régler le problème de la désinformation? Et d'ailleurs, la Semaine de la presse et des médias, son objectif principal, c'est d'expliquer le rôle des journalistes, le rôle des médias dans une société pour préserver le travail journalistique et aussi nos sociétés démocratiques. Et depuis 2021, on a créé aussi le CQMI, donc le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Et on fait un panel cet après-midi, c'était fort intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont participé. Ça se peut qu'on soulève des points qui ont déjà été abordés, mais ça reste intéressant de poursuivre la réflexion sur ces sujets-là. Et moi, je serais curieuse de vous demander, Nicolas et Pascal, est-ce que l'éducation aux médias est la piste de solution à prioriser pour contrer la désinformation? Pascal en premier. Ben, je ne sais pas si c'est la piste, mais en tout cas, c'est certainement une piste importante. Faut comprendre que le terme éducation à l'information, ça regroupe un paquet de choses. Donc, si on prend la définition la plus large, on pourrait dire que c'est la piste parce que c'est très englobant. Je vous donne un exemple. Quand on parle de vérifier des faits, faire de la vérification de faits, du fact-checking, ce que les décrypteurs font, puis ce qu'on fait aux détecteurs de rumeurs. Ben, il y a une partie d'éducation à l'information derrière ça, c'est-à-dire que oui, on va prendre une affirmation douteuse, puis on va expliquer pourquoi elle est vraie ou fausse, mais on va aussi très souvent glisser là-dedans des trucs et astuces pour que le lecteur ou le spectateur, par lui-même, puisse la prochaine fois ne pas tomber lui aussi dans le piège. Donc, même si ça ne porte pas l'étiquette éducation à l'information, c'est une forme d'éducation à l'information. Je dirais, pour résumer, qu'on a pour ainsi dire deux axes, du court terme et du long terme dans la lutte à la désinformation. À court terme, bien, c'est sûr qu'il faut faire du déboulonnage de fausses nouvelles comme ça. Il faut aider le public à s'y démêler dans ce chaos d'informations qui lui arrive. Mais à long terme, bien oui, il faut faire plus d'éducation à l'information, donner des outils aux jeunes et aux moins jeunes, faire ce qu'on appelle des fiches pédagogiques pour l'école, mais leur équivalent pour les plus vieux, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que il ne faudrait pas que même si ça s'appelle éducation, ce soit juste dirigé vers le milieu scolaire. Ça veut dire valoriser peut-être le journalisme, faire comprendre aux gens, bien, ça fait quoi dans la vie un journaliste? À quoi ça sert un journaliste? Pourquoi est-ce qu'on a coutume de dire qu'un journaliste, c'est différent d'un communicateur? En quoi est-ce que c'est important? Ce genre de notions-là qui souvent sont très mal comprises par le public parce qu'on ne s'est jamais donné la peine de l'expliquer comme professionnel, puis qui peuvent peut-être les aider dans certains cas à discriminer une information qui vient d'un donneur d'opinion d'une information qui vient d'un reportage. Alors, c'est large comme réponse, mais c'est un travail sur plus de long, c'est un travail dans lequel il y a du court terme puis du long terme quand on parle d'éducation à l'information. Oui, je vais rebondir peut-être plus sur l'aspect long terme de la chose, parce que je pense que ça passe beaucoup par là, certainement. Là. Je pense qu'il y a des notions de base sur le fonctionnement des médias, sur la littératie médiatique qui, ça vaudrait la peine d'enseigner ça, parce qu'il y a des gens éduqués, qui des gens qui ont des études universitaires, etc., qui me disent, ah ben vous, on sait, là, on vous paye pour rapporter telle chose, puis c'est comme ça que ça marche les médias. C'est des notions de base comme ça, des principes éthiques qui encadrent le journalisme, qui encadrent l'exactitude de l'information, le fait que les médias, par exemple, contrairement à des désinformateurs, vont faire des erreurs. Ben, lorsqu'ils font des erreurs, vont les corriger, vont faire des rétractations, ce genre de choses-là. D'autres notions de base, comme la différence entre un chroniqueur d'opinion et un journaliste, il faudrait enseigner ces choses de base-là parce que bien souvent, on va amalgamer les deux. Puis peut-être aussi même le présenter de manière plus claire du côté des médias. Je pense que c'est déjà fait assez bien dans la plupart des cas, mais peut-être mettre encore plus l'accent là-dessus, d'être sûr que c'est 100% clair la différence entre une nouvelle, entre une opinion.
Puis sinon, ben, c'est ça, je pense que ça passe beaucoup par ces futures générations-là, beaucoup par l'éducation aux médias. Puis je pense que nous-mêmes, on a un rôle à jouer là-dedans. Je donne... Je peux rebondir, si tu me permets. Allez-y. Je peux rebondir aussi sur le fait que cette idée de distinguer le chroniqueur du journaliste, ça peut conduire à quelque chose d'encore plus fondamental ou d'encore plus large, je veux dire, qui est d'apprendre aux gens à distinguer un fait d'une opinion. Ça a l'air idiot quand on le dit comme ça, mais vous seriez étonné de voir la quantité de commentaires qu'on reçoit en dessous d'un message Facebook dans lequel on réalise que la personne n'a pas fait la différence ou n'a peut-être pas voulu la faire entre un fait et une opinion. C'est sûr qu'au départ, c'est plus difficile quand c'est une opinion qui contredit nos opinions, mais on se rend bien compte que très souvent, plein de gens, des jeunes et des moins jeunes, ne semblent pas avoir les codes pour simplement répéter qu'il y a dans la phrase, monsieur a dit qu'il pense que. Bon, ben, c'est une opinion. Ou alors, il y en a un long texte qui n'est pas sourcé, qui n'a pas de référence. Bon, ben, c'est probablement une opinion. Et ça, ben, oui, la porte d'entrée peut être de dire aux gens, ben, il faudrait apprendre à repérer chroniqueur versus journaliste. Mais si ça peut être une porte d'entrée pour les amener à réfléchir avant de partager quelque chose sur les réseaux sociaux sur, OK, est-ce que ce que je viens de lire, c'est un texte fouillé, sourcé, référencé? Est-ce que c'est une étude ou bien est-ce que c'est un texte d'opinion? Bien, dans bien des cas, on verrait des gens, s'ils pouvaient penser comme ça, qui partageraient moins de sottises ou moins de choses moins fondées sur les réseaux sociaux. Je continue de ne pas en revenir après toutes ces années. La quantité de choses en circulation pour lesquelles elles sont présentées comme voilà, c'est quelque chose de factuel. Puis quand on lit le texte, ça semble pourtant tellement évident que c'est un texte d'opinion ou une vidéo d'opinion. Mais aussi, on dirait qu'on assiste à une certaine tangente où le terme fait est comme pas remis en question, mais comme si ça n'existait plus, les faits, en fait. Chacun a leur propre fait. C'est ça qu'on ressent un peu dans les débats publics. Puis ça, c'est inquiétant, je trouve, non? Nicolas ou Pascal? Ça rentre encore dans cette idée, là. Je pense qu'il y a des réalités parallèles qui se sont créées, là. Je pense aussi que il y a beaucoup de gens raisonnables aussi là, qui existent. Je veux dire, c'est juste... Faut nuancer. Il y a des gens qui... les gens qui vont commenter, c'est une minorité, mais une minorité bruyante, là. Mais c'est certain, oui, on est il y a des réalités alternatives, il y a des faits alternatifs, comme l'avait dit Kellyanne Conway. Mais c'est ça, je pense que c'est important pour le débat public de d'abord s'entendre sur les faits pour ensuite débattre sainement. Oui. Je ne veux pas être pessimiste, mais je ne sais pas quoi dire de positif à la fin de cette déclaration-là, mais c'est ça. Moi, je vais amener un côté optimiste. C'est que la pandémie a peut-être eu quand même un bon côté. C'est fourni une opportunité d'expliquer encore plus souvent cette différence entre le fait et l'opinion. Parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on est dans un débat politique, ben, on peut toujours prétendre qu'on n'arrivera pas à distinguer le vrai du faux parce que le premier ministre dit quelque chose, le chef de l'opposition dit autre chose. Mais en science, il y a des choses qui se démontrent. Il y a des études, il y a des statistiques, il y a des chiffres, il y a des choses dont on peut démontrer la validité. Et donc, j'aime croire que depuis 2 ans, on a eu des opportunités pour expliquer au public que, ben, attention, si quelqu'un dit que la pilule fonctionne, là, y a-t-il une étude quelque part qui le démontre? Hein? Si quelqu'un dit que l'hydroxychloroquine guérit le coronavirus, bon, ben, y a-t-il une étude quelque part qui le démontre? Fait qu'évidemment, on n'a pas convaincu tout le monde, loin de là, mais on a quand même eu une opportunité pour passer un message comme quoi, ben, il y a certaines circonstances dans un débat public, il y a certains sujets, certains aspects de la réalité pour lesquels peut-être qu'on pourrait plus facilement arriver à un consensus qu'en politique. Si jamais on s'aperçoit que la pandémie a eu un impact positif, ce serait peut-être ça. Ben, je pense que la pandémie aussi nous a permis nous a rappelé plutôt que la vérité ou les faits, c'est souvent, il y a beaucoup de nuances, de gris, pas tout est noir ou blanc. Puis je pense que ce que tu disais, Valérie, peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de ce noir ou blanc-là qu'on entend dans le discours public. C'est peut-être ça aussi que la pandémie nous a appris, parce que pas tout est 100% d'un bord ou de l'autre. Mm-hmm. Dans les dernières années, on a vu les géants du web décider d'agir face au flot de fausses nouvelles qui circulent sur le web. Ils ont surtout banni des comptes qui diffusaient des discours complotistes ou fallacieux.
Et je serais curieuse de savoir, est-ce que selon vous, c'est un bon moyen pour freiner la désinformation de censurer des personnes ou de bloquer des comptes? Tu veux tirer, Pascal? Je vais peut-être citer. J'allais seulement dire que tu as pas mal répondu tout à l'heure lorsque tu parlais de la difficulté ou le problème éthique que ça pose de censurer les choses. Mais je pense qu'inévitablement arrive un moment où il faut effectivement bloquer des comptes. Il y a des gens qui disent des choses qui sont carrément toxiques, des opinions racistes, antisémites, homophobes, sexistes, des gens qui font des appels à la violence. C'est inacceptable dans notre société. Puis dans le contexte d'une pandémie, bien, on peut s'interroger aussi sur le fait que jusqu'à quel point c'est pas dangereux pour la vie des gens que de propager des idées sur des faux médicaments ou des faux traitements. Alors, il y a une réflexion à faire, bien sûr, puis il y a des limites, des balises à imposer, mais ce n'est pas irréaliste, c'est pas en quelque part, c'est plus de la censure que de bloquer un compte, parce que c'est quasiment de la salubrité publique. On peut voir ça aussi à l'inverse si on compare le rôle d'une plateforme par rapport à celui d'un média. Lorsqu'un média décide qu'il ne parle plus des climato-sceptiques, ou du moins il n'accorde plus un temps de parole égal aux gens qui nient le réchauffement climatique et aux scientifiques. Ce n'est pas de la censure, c'est une ligne éditoriale. Le média a décidé, à partir de maintenant, notre ligne éditoriale, c'est que quelqu'un qui nie le réchauffement climatique, ce n'est plus une opinion à mettre sur le même pied que l'autre opinion. Alors, de la même façon qu'il y a 50 ans, on a décidé à un moment donné que quelqu'un qui défend les opinions racistes, ce n'est plus une opinion valable. Il ne peut plus prétendre « Ah, c'est mon opinion, respectez mon opinion ». Ben, il y a des moments dans une société où on est capable de dire « ça, c'est une opinion qu'on classe dans la catégorie toxique, même dangereuse », puis on s'entend pour dire que ce n'est pas légitime que cette personne-là ait un auditoire de dizaines de millions de personnes où il incite à la violence. J'aime pas, moi non plus, l'idée de comptes qui sont fermés, mais je me rends bien compte qu'une liberté d'expression absolue, c'est un mythe, ça n'existe pas. Tôt ou tard, même Elon Musk qui prétend vouloir une liberté d'expression absolue, il va vouloir fermer un compte qui prétend qu'il est un tyran, qui raconte n'importe quoi quand il va envoyer des humains sur Mars, qui ne sait pas gouverner sa compagnie. Même lui ne sera pas d'accord avec ce qu'un compte ait des dizaines de millions d'abonnés sur son réseau social. Non, c'est ça, tout à fait. Je suis quand même largement d'accord. Ultimement, c'est aussi que ces plateformes-là sont privées. Je dirais, elles peuvent choisir de faire ce qu'elles veulent, de tracer la ligne où est-ce qu'elles veulent la tracer. C'est là que c'est sûr que ça devient un peu épineux, là, quand est-ce qu'on va aller trop loin ou pas. C'est aussi que c'est très inégal la manière que ces politiques-là sont appliquées. Puis encore une fois, si on parle de la différence de langue, là, au Québec, peut-être le seul compte qui a vraiment été, ou la seule personnalité qui a été bannie de tous ces réseaux sociaux-là, c'est Alexis Cossette-Trudel, Radio-Québec, on a entendu parler. Mais il y a toutes sortes de personnes qui faisaient, entre guillemets, aussi pire que lui, qui sont encore tout à fait actifs sur tous ces réseaux-là, qui reçoivent encore Alexis à leurs émissions. Puis ça devient pour Alexis Cossette-Trudel en ce moment une espèce de badge d'honneur de s'être fait bannir de ces plateformes-là. Est-ce qu'il y a un plus petit public? Oui. Est-ce que ça veut dire incidemment qu'il fait moins d'argent? Oui. Est-ce que il y a d'autres exemples comme ça à l'international aussi, Alex Jones qui se fait quand même malgré tout de l'argent depuis qu'il s'est fait bannir de toutes sortes de plateformes, mais il a vu ses revenus baisser significativement à cause de ça. Il y a Milo Yiannopoulos aussi, que lui, je pense qu'il a dû déclarer faillite peut-être il y a 1 an ou 2 à cause de ça. Fait que ça peut parfois être justifié quand c'est des opinions vraiment haineuses, racistes, etc. Mais par contre, c'est ça, il faut faire attention de ne pas trop déraper. Parce que c'est certain qu'il y a aussi des réseaux sociaux parallèles qui se créent. Ça a commencé quand même plusieurs années de ça, là, les Gab de ce monde, Telegram, Getter. Là, il y a aussi le réseau social de Donald Trump, Truth Social, qui n'est pas disponible au Canada. Mais tous ces réseaux sociaux-là étaient marginaux, le sont encore, mais par le passé avec des défis en termes d'infrastructure. C'était difficile d'avoir un réseau social qui fonctionnait correctement parce qu'il n'y avait pas les serveurs nécessaires. Par exemple, un site d'hébergement vidéo pouvait rivaliser avec YouTube parce qu'il n'y avait justement pas les serveurs, des serveurs assez performants.
Mais aujourd'hui, là, on voit que Rumble, qui est une espèce d'alternative à YouTube, ça fonctionne très bien. Telegram, il y a toutes sortes de personnes qui ont été bannies de ces plateformes-là qui maintenant se font des chats Telegram qui ont des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Ça fonctionne très bien pour eux. Puis, ils s'enferment dans une chambre d'écho encore plus hermétique que celle qu'elles ont sur les réseaux sociaux traditionnels parce que, bon, je ne pense pas que c'est en allant confronter des désinformateurs dans la section commentaires qui vont voir la lumière et changer d'avis, là, mais ça permet quand même cette confrontation, ce clash d'idées-là qui existe dans la société, dans la vraie vie à l'extérieur du web, alors que si on y va trop fort avec ces bannissements-là, ben, on risque d'enfermer des gens dans des chambres d'écho encore plus hermétiques. Donc, encore là, est-ce qu'il faut plutôt penser à limiter autant que possible les dégâts, penser à des changements systémiques à ces réseaux sociaux-là? C'est aussi une solution à analyser. Là, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Spotify qui a mis un message d'avertissement avant le balado de Joe Rogan. Non? Ben, c'est juste c'est comme tous les réseaux sociaux qui mettent une petite bannière en dessous qui dit pour des informations sur la COVID-19, cliquez ici. Puis, ça, c'est. Ah, OK. Je serais intéressé à savoir à quel point ces bannières-là fonctionnent, à vrai dire, parce qu'on dirait que ça, c'est vraiment le dédouanement c'est par excellence de cette plateforme-là. C'est comme, on vous présente ici des informations factuelles de l'OMS, donc cliquez ici, puis c'est particulier comme solution. Je serais vraiment intéressé à savoir combien de gens ont cliqué là-dessus sur Spotify ou sur Facebook, etc. J'imagine que ça doit être assez faible. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces données-là. Ça ne nous permet pas d'avoir un regard éclairé sur la situation. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que ces gens-là vont toujours trouver un moyen de communiquer leur discours. Donc, au final, c'est beaucoup mieux de miser sur des algorithmes différents puis sur de l'éducation aux médias que sur de la censure. Est-ce que je me trompe, Pascal? Ben, c'est sûr qu'on n'empêchera pas les gens de mentir, de manipuler. Il y aura toujours un noyau dur de gens qui trouveront leur intérêt ou qui espéreront y trouver leur intérêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'idée d'une éducation, de miser sur un meilleur esprit critique du public, une meilleure prise de conscience des pièges et des algorithmes, de notre subjectivité. C'est sûr que la solution est beaucoup plus là. On n'éradiquera pas les menteurs et les manipulateurs. Vous les deux, pardonnez-moi, les deux avec vos projets, que ce soit les décrypteurs ou le détecteur de rumeurs, vous pratiquez le fact-checking, donc les vérifications de faits. Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous êtes en mesure de constater si ça a un impact direct sur la désinformation? En fait, si ça permet de limiter les informations erronées et les théories farfelues. Nicolas, en premier. Grande question. Je pense que la manière que je vois la vérification de faits, c'est pas. J'essaie d'organiser mes pensées. Je pense que c'est plus. Il y a un noyau de personnes qui sont convaincus d'un bord ou de l'autre. Et ce n'est pas à ces gens-là que les articles qu'on écrit s'adressent. Je pense que le but, ultimement, c'est si quelqu'un lit quelque chose, s'il se pose des questions sur ça, s'il cherche à savoir les faits, en allant sur Google, ils peuvent tomber sur notre article, ils peuvent aller lire les faits et se faire leur propre tête par la suite. Donc, je pense que c'est plus ça le rôle. Encore une fois, c'est une question de limiter les dégâts sans nécessairement éradiquer la chose. Je pense que ça fonctionne assez bien pour ça. Mais c'est ça, je pense pas que. Je pense qu'il y a une grande partie des personnes qui adhèrent à des discours, par exemple, complotistes. On ne pourra pas les faire changer d'idée avec nos articles, mais il y a vraiment une grande portion de la population au milieu de tout ça qui cherche à avoir des faits, des informations. C'est difficile d'en trouver et quand ils trouvent un média qui parle de quelque chose qui est devenu viral, qui va leur présenter ces faits-là, ça peut être fort utile. Oui, je pense que c'est extrêmement important d'insister sur ce que Nicolas vient de dire, parce que c'est vrai que dans le public, on s'aperçoit qu'il y a souvent une confusion. On imagine souvent qu'il y a finalement deux groupes. Un groupe de gens qui croient à une fausseté, puis un groupe de gens qui n'y croient pas, alors qu'en réalité, on vise, autant Nicolas que moi, le groupe de gens qui est dans le milieu et qui constitue la majorité du public. On a tendance à l'oublier.
parce que les anti-vaccins, les anti-masques forment un groupe très bruyant, mais on a tendance à oublier qu'ils forment en réalité une minorité très bruyante. Et ça, ça se reflète jusque dans les commentaires sur les pages Facebook. Il y a un petit groupe de gens qui sont hyperactifs pour commenter des textes puis pour envoyer des commentaires négatifs ou même hostiles. Mais il y a une majorité de gens qui lisent ça, puis je crois que ces gens-là sont plus réceptifs justement au discours. On s'en aperçoit d'ailleurs, puis là, Nicolas a déjà fait ce genre d'observation-là, qu'on fait parfois sur nos commentaires. On est devant un commentaire négatif qui dit qu'on est toute une gang de, je vous passe l'expression, qui se lance dans une théorie qui n'a pas d'allure. Et là, on lui répond, et il y a 10 ou 15 personnes qui cliquent sur « j'aime » sur son commentaire. Et là, on lui répond en lui pointant une erreur vraiment flagrante qu'il a pointée dans son commentaire. Là, il repart sur une autre chire tout aussi complotiste, mais là, tout à coup, il n'y a plus personne qui clique sur « j'aime ». J'ai bon espoir qu'on a eu un impact indirect, que des gens qui, au départ, aimaient bien le côté rebelle, frondeur du premier commentaire, puis que là, qui se sont dit, « Oh, il y a un autre côté de la médaille, je n'ai pas pensé à ça. » On pourrait appeler ça un impact indirect plutôt qu'un impact direct. On donne l'impression de viser la personne qui est fermement convaincue d'une fausseté, alors qu'on vise en réalité les gens qui sont ambivalents, inquiets, qui se posent des questions. Puis ces gens-là, oui, effectivement, on les rejoint petit à petit. Je pense par contre, là, j'ai vu la question de Valérie. Je pense que je pourrais en profiter pour y répondre tout en ajoutant quelque chose à ce que Pascal vient de dire, qui demande est-ce que Facebook utilise des médias de vérification au Canada? On était, les décrypteurs, anciennement un partenaire de vérification de fait de Facebook. On a quitté en janvier cette année. Il y en a quand même qui sont actifs, dont l'agence France Presse. Et ce dont on s'était rendu compte lorsqu'on faisait des vérifications de faits, qu'on entrait dans Facebook. Donc, ce que ça fait, ça, par la suite, c'est que sur une publication qui partage des fausses informations, tu as l'avertissement qui va dire « cette information est fausse, voici un article, cliquez ici pour connaître la suite » ou pour savoir pourquoi. Ça fâche énormément les gens, ça. De voir que des vérificateurs de faits s'attardent à quelque chose auquel ils croyaient, ça les fâche, ça renforce leur conviction qu'on les censure, ça renforce leurs idées. On dit, si les médias sont en train de me dire que c'est faux, c'est encore plus vrai. Donc, il y a quand même ce côté-là de la vérification de faits. C'est malheureux, je pense, comme effet secondaire de ce qu'on fait, c'est que ça peut enfoncer des gens encore plus loin dans leurs croyances, malheureusement. Mais il y a aussi beaucoup de bienfaits à ça qui viennent contrecarrer ça. Pascal, tu parlais des sections commentaires sous les articles. Il y a CBC qui a fermé pendant quelques semaines ces sections de commentaires pour voir si ça avait un impact sur le bien-être de ses employés parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'harcèlement et d'intimidation à l'égard des journalistes, surtout sur le web, mais il y en a aussi dans la vraie vie. Est-ce que ça, c'est une bonne solution aussi pour contrer les fausses nouvelles, de fermer les sections commentaires? Je ne pense pas, malheureusement. Je ne pense pas que les fermer soit une bonne solution, mais en même temps, les laisser ouvertes sans jamais intervenir, je ne pense pas que ce soit une bonne solution non plus. Et probablement que CBC était devant un dilemme devant lequel sont beaucoup de médias. Pour qu'une section de commentaires en vaille la peine, pour qu'elle soit utile, il faut qu'il y ait quelqu'un en arrière-plan qui réponde. Alors, en général, le journaliste n'a pas le temps de répondre à ça, surtout si on est dans un grand média dans lequel il y a beaucoup de commentaires. Ça veut donc dire que le média doit embaucher un gestionnaire de contenu ou plusieurs. Ça coûte des sous, les médias ne roulent pas sur l'or, mais effectivement, il est là le dilemme. Pour que la section de commentaires ait une utilité, il ne faut pas que tout le monde ait le champ libre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne en quelque part régulièrement pour dire, voyez notre texte ici, ou encore, ça c'est faux, ou même pour calmer les ardeurs des plus hostiles, puis même enlever les commentaires les plus injurieux. Puis ça, ça ne peut pas être la job des journalistes qui en ont déjà plein les bras. Tout à fait. Puis nous-mêmes, dans l'équipe des décrypteurs, on a un groupe Facebook qui anciennement avait des sections de commentaires ouvertes. Puis avec la pandémie qui est arrivée, c'était complètement ingérable. C'est parce qu'on n'a pas quelqu'un d'attitré pour modérer ces commentaires-là. On a autre chose à faire. Donc malheureusement, il a fallu les fermer. C'est extrêmement dommage parce qu'il y avait des discussions intéressantes, il y avait des échanges intéressants dans cette section de commentaires-là. Donc, on perd vraiment quelque chose de les fermer, mais c'était la seule solution possible parce que ça devenait une source de désinformation.
Puis encore là, il y a toute une question des ressources des médias. Est-ce qu'on a les ressources pour engager des modérateurs 24/7 de section commentaires? Encore là, est-ce que ça va déraper? Ça va-tu aller trop loin? C'est malheureux, mais je pense que ce que CBC fait, c'est parfois nécessaire pour des sujets plus controversés. Je sais que Radio-Canada, lorsqu'il y a des articles qui peuvent susciter de la controverse, vont désactiver les sections commentaires. Peut-être aller au cas par cas, comme ça peut être une solution pas pire. Ça pourrait être une solution pas optimale, mais qui pourrait limiter la propagation des informations tout en laissant les gens discuter entre eux. Effectivement. Je vois le temps qui file. Je rappelle aux participants que vous pouvez inscrire vos questions. On va réserver du temps à la fin pour y répondre. Et on va aller regarder une dernière vidéo de Tamara Alteresco. Puis vous allez voir que selon Tamara, il faut miser sur un journalisme terrain pour s'assurer de véhiculer une information fiable et vérifiée. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. Pour un journalisme honnête, qui reflète la réalité, je vais prêcher pour ma paroisse, en tout cas la nôtre, c'est le journalisme terrain. C'est pour ça qu'on paye très cher en ce moment pour des couvertures qui ne sont pas simples, qui sont souvent dangereuses, mais qui nous permettent de donner le portrait le plus réel de la situation sans avoir à se fier à des sources externes, surtout aux médias sociaux. Quand on n'a plus le luxe d'aller sur le terrain, comme moi, dans mon cas en Russie, c'est me fier aux gens que je connais en Russie, c'est me fier à l'information que je peux vérifier avec mes standards à moi, qui ne sont pas les standards de tout le monde, mais c'est pas facile. Moi, je suis contactée en ce moment par des gens, soit en Ukraine, soit en Russie, qui veulent me raconter, me donner de l'information, et j'ai toujours peur d'être pris au piège parce que les gens sont très polarisés. Il n'y a pas beaucoup de zones grises par rapport à ce conflit. On est pour ou on est contre dans les gens qu'on interviewe. Donc, c'est pas facile. La seule chose qu'on peut faire, c'est se fier aux sources officielles et même relayer leur information dans le contexte qu'on connaît avec la Russie et avec l'Ukraine, parce que c'est pas la Russie qui a le monopole de la désinformation. Elle est très certainement très forte en désinformation, mais elle n'a certainement pas le monopole. C'est un jeu qui se joue à plusieurs. On pourrait continuer pendant des heures, mais je vous laisse en discuter. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Nicolas, Pascal, le journaliste terrain, on sait que dans les dernières années, bon, les médias il y a eu une crise du financement, les baisses des revenus publicitaires, l'argent est rendu sur le web. Donc, c'est quand même, ça coûte de l'argent faire du journalisme terrain. Il faut déplacer une équipe. Selon vous, est-ce que c'est encore possible d'avoir plusieurs équipes de reporters sur le terrain dans notre écosystème actuel pour les médias? Nicolas, oui. La misère à enlever le mute aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un peu... ce serait utopique de penser qu'on peut miser seulement là-dessus. Je pense que c'est important d'avoir ce journalisme de terrain-là. C'est clair qu'il en faut plus. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médias qui vont financer ce journalisme-là qui est peut-être moins payant avec du journalisme plus dans un style divertissement, clickbait, etc. Il faudrait idéalement miser sur de l'information plus de qualité, mais avec la réalité en ce moment financière, je ne sais pas à quel point qu'on peut retourner aux années de gloire, disons. Mais il y a encore beaucoup de très bons journalistes qui se fait en ce moment, puis qui est très valorisé. Pascal? Ben, écoutez, je travaille moi, pour un petit média, l'agence Science Presse, qui a l'équivalent de 5 personnes à temps plein. Alors, forcément, on n'a pas les moyens d'envoyer beaucoup de monde sur le terrain et les reportages se font par téléphone. Puis la recherche, heureusement, comme on est en sciences, les 2 dernières années de pandémie a fait que beaucoup des sujets nécessitaient des recherches dans des bases de données d'articles scientifiques. Donc, dans beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, beaucoup de synthèses. Mais c'est sûr que la question se pose de façon complètement différente suivant qu'on est un petit média ou un grand média. Et quand on sait que même les grands médias, comme Nicolas vient d'y faire écho, ben, sont en manque de moyens, sont en perte de revenus. Ce n'est pas évident déjà pour eux.
Mais je pense que la situation, si on la compare par rapport à il y a 30 ans, a quand même changé. C'est vrai que grâce à Internet, on a accès à davantage de sources d'informations que ce qui aurait été possible auparavant. Ça coûte moins cher de faire des recherches, ça se fait plus vite. Beaucoup des recherches auxquelles je faisais allusion à l'instant, il y a 30 ans, il aurait fallu aller à la bibliothèque, il aurait fallu téléphoner à une bibliothèque à l'étranger pour qu'elle nous envoie par la poste une recherche. Ça prend plus de temps, c'est plus lourd. Alors, il y a une partie du travail de recherche de fond qu'on fait qui est plus facile qu'avant. Fait que ça, on a tendance à l'oublier, puis ça peut contrebalancer un petit peu le fait qu'on a moins les moyens d'aller sur le terrain. Ça ne contrebalancera jamais complètement, évidemment. Oui, puis avec Zoom, on peut faire d'excellentes entrevues avec des experts et des intervenants très intéressants aujourd'hui. Donc, merci à Zoom pour ça. Donc, je vais lire une première question de Philippe de Grosbois. Donc, il dit: Bonsoir, il me semble qu'on ne va pas au fond d'une question. Pourquoi les gens ont-ils moins confiance dans leurs institutions? Est-ce seulement à cause des forces extérieures, Facebook, les Russes, les populistes, etc., ou serait-ce parce que nos institutions sont moins dignes de confiance? Pascal? Je poserais peut-être une contre-question avant ça. Moins digne de confiance par rapport à quand? Parce que pour autant que je sache, pour avoir étudié l'histoire, il y a toujours eu de la corruption à travers les âges, il y a toujours eu des gens qui racontaient des mensonges, il y a toujours eu des gens qui déclaraient même des guerres sous des faux prétextes et qui se fichaient pas mal de l'opinion publique. Donc, moins digne de confiance qu'avant. Ça supposerait donc que les institutions seraient devenues moins dignes de confiance, disons, dans les 2 derniers siècles, dans les 50 dernières années. Alors que, paradoxalement, on a beaucoup plus de mécanismes que dans le passé pour vérifier ce que font ces institutions-là. Des mécanismes comme la loi d'accès à l'information, ça aurait été impensable il y a un siècle. Donc, la possibilité d'avoir accès à des documents gouvernementaux, à des échanges de courriels ou de lettres entre les gens d'agences gouvernementales. Alors, je suis parfaitement d'accord qu'on a toutes les raisons du monde de se méfier, d'être méfiant face aux institutions, mais il ne faut pas tomber dans une vision utopique non plus et s'imaginer que les institutions ou les gouvernants ou les premiers ministres ou les rois et les empereurs étaient dignes de confiance il y a quelques siècles de ça. Nicolas, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Mais si je veux ajouter quelque chose, peut-être, c'est sûr que je ne pourrais pas énumérer tous les éléments de pourquoi il y a une crise de confiance dans les institutions. C'est certain qu'il y en a une, Philippe, je suis quand même d'accord. Je pense que peut-être un élément de réponse, ce serait, on entend beaucoup ce discours de l'élite déconnectée. C'est vrai, je pense que dans les institutions, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être déconnectées de la réalité de certaines personnes, des gens qui ne se sentent pas représentés. Si on veut parler juste des médias, par exemple, je pense qu'il y a effectivement pardonnez l'anglicisme encore, mais des blind spots des médias, des choses qu'on va manquer parce qu'on n'est peut-être pas sur le terrain, on a peut-être un manque de diversité dans la salle de presse qui nous amènerait davantage de perspectives. Peut-être que c'est parce qu'on parle effectivement beaucoup à des experts qui eux aussi viennent d'institutions, qui viennent de cette élite-là, qui voient tout d'une manière très théorique et pas nécessairement pratique. Fait que c'est sûr que cet aspect élitiste des institutions est peut-être une de ces sources-là de la crise de confiance, mais je vous connais un peu, Philippe. Je pense que c'est des questions que vous explorez vous-même. Est-ce que vous avez peut-être des pistes pour des causes de cette crise de confiance? Je réponds par écrit ou je réponds... Non, vas-y. C'est une discussion. Peut-être, premièrement, je vais peut-être juste répondre un petit peu à Pascal. C'est vrai que dans une perspective historique, on pourrait dire qu'il n'y a peut-être pas eu de moment où les institutions étaient parfaitement dignes de confiance, mais il y a aussi toujours eu de la désinformation. En fait, la question que moi je posais, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas de la désinformation aussi parce que, en fait, que plus une institution est opaque, plus les gens ont tendance à s'en méfier, puis donc ça nourrit aussi... fait que ça nourrit, comme ça peut nourrir de la désinformation ou d'autres formes d'explication parce qu'on n'a pas toute l'information devant nous. Fait que ça m'amène peut-être à la question, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ou pourquoi il y aurait
ce peu de confiance-là, je pense que plus les institutions sont démocratiques, plus elles vont faire diffuser de la confiance, si je peux dire. Fait que si on a l'impression que le système, effectivement, qu'on n'a pas de prise sur lui, puis ce que tu amènes sur les élites, moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi, c'est-à-dire que si la science a l'air loin, si les journalistes ont l'air loin, si les élus ont l'air loin, cette distance-là rend l'institution vulnérable. Puis on est quand même dans des sociétés, puis oui, c'est vrai qu'il y en a eu à d'autres époques, mais on peut quand même constater qu'on est dans des sociétés qui sont très inégalitaires. Quand c'est inégalitaire, en général, les gens ont moins confiance parce qu'ils ont moins confiance qu'ils peuvent gravir les échelons avec des efforts. Ils ont l'impression qu'il y a un groupe qui est au-dessus de ça puis qui ne seront jamais capables d'accéder à ce groupe-là. Donc, ça aussi, ça diminue la confiance. Fait que je pense qu'en regardant comme l'état démocratique, transparent des institutions, puis aussi leur aspect égalitaire, je pense que, en tout cas, selon moi, on a des pistes d'explication sur pourquoi les gens ont moins confiance. En plus des autres causes, je ne veux pas nier les Russes, Facebook et les autres, là. Mais ça, c'est des causes qui me semblent assez structurelles, là. Non, tout à fait. Puis je pense que la pandémie a encore une fois exacerbé ça parce que c'est pas les gens dans les institutions qui ont perdu leur emploi pendant des mois puis qui ont dû prendre la PCU ou même dans le deuxième confinement, dans le confinement de l'hiver dernier, il n'y avait même pas de PCU, si je ne m'abuse. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les gens dans les institutions qui vont subir tous ces dommages-là. Donc, c'est certain que quand on se sent trahi comme ça par nos institutions, ça peut peut-être faciliter l'adhésion à des discours complotistes, par exemple. J'aime bien aussi la phrase de Philippe, l'opacité nourrit la désinformation, parce que je trouve que c'est un argument supplémentaire pour l'éducation à l'information. Parce que derrière le concept d'éducation à l'information, il y a l'idée de plus de transparence. Comment est-ce que l'information est produite et pourquoi elle a été produite comme ça et pourquoi les journalistes ou d'autres acteurs ont fait tel et tel choix. Ça implique nécessairement plus de transparence. Et si donc la phrase de Philippe est vraie, puis j'y crois que l'opacité nourrit la désinformation, plus de transparence ne peut que jouer contre la désinformation. C'est mon petit côté utopiste. C'est bien dit. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, la Fédération, on a comme projet dans les prochaines semaines de militer pour une réforme de la loi sur l'accès à l'information. Donc, si les journalistes et le public avaient un meilleur accès à l'information, il y aurait certainement moins d'opacité. Donc, les journalistes quand même travaillent en ce sens pour que nos systèmes et nos institutions soient plus démocratiques et transparents. Je vais lire une prochaine question de Natacha. Bonsoir, j'enseigne l'éducation aux médias dans le cadre du cours d'éthique de 5e secondaire et j'ai une question. Comment transmettre aux jeunes l'idée d'avoir confiance aux médias traditionnels? Quelques élèves critiquent les médias dits traditionnels en mentionnant qu'ils ne les rejoignent pas. Merci à l'avance. Nicolas, Pascal. Pascal, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro, pardon. Transmettre la confiance, je pense que ça va se faire de façon indirecte, mais on a vaguement parlé tout à l'heure du fait qu'un des impacts de la désinformation, c'est que ça créait de la confusion, ça créait de l'anxiété. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie, à quel point, forcément, un tas d'informations contradictoires a contribué à... C'était très anxiogène. Il se trouve que si on peut amener des gens à s'intéresser, à s'alimenter à des sources d'informations fiables, alors, évidemment, je prêche ma paroisse, je pense que ça inclut les médias, mais ça peut inclure autre chose. Des sources d'informations fiables, ça peut contribuer à une réduction de l'anxiété parce que ça donne du sens aux événements, ça met un peu d'ordre dans le chaos de l'information. Ça permet de ramener un peu de sens à quelque chose qui semble complètement confus, complètement éparpillé. Alors ça peut être une raison pour amener les jeunes vers les médias, mais pas dans l'espoir de leur dire « Écoutez, quand vous aurez fini le cours, vous allez avoir plus confiance dans les médias traditionnels. » Plutôt par un détour, en leur faisant comprendre « Voici à quoi ça peut servir de s'alimenter à des sources qu'on sait être crédibles. » J'ajouterais peut-être une petite chose à ça. Je pense que c'est peut-être un exemple concret
parce qu'il y a souvent cette idée, bon, que les médias sont biaisés, qu'on rapporte des fausses informations, etc. Je pense qu'il y a quelque chose d'aussi simple qu'expliquer un mécanisme comme des plaintes au conseil de presse ou les normes et pratiques qui encadrent ce qu'on fait. C'est quelque chose qui peut donner confiance aux gens dans les médias, sachant que ces mécanismes-là existent. C'est imparfait, mais ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont en train de nous surveiller. Puis si quelqu'un a une plainte à faire, bien, la plainte peut se faire. Et de rappeler, comme je le mentionnais tantôt, que oui, ça arrive que les médias font des erreurs, mais si c'est le cas, bien, on va les corriger, on va faire des rétractations. Puis encore une fois, ça rentre encore dans ce principe de transparence des médias. Donc, c'est ça. Conseil de presse, je pense que c'est déjà un bon départ. Oui, tu soulèves un bon point, mais le conseil de presse, l'éthique journalistique, malheureusement, pour des gens, ça demeure encore quelque chose de méconnu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, de transmission d'informations à cet effet-là, mais c'est un excellent point. Je lis la question. Il ne faut jamais perdre de vue que ce dont tu parles, le fait que l'éthique et tout ça, ce soit très peu connu. Une façon détournée d'expliquer ça, peut-être d'expliquer c'est quoi la différence entre une plateforme et un média. Pour beaucoup de jeunes, c'est tellement obscur, mais beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte qu'un YouTuber ou un blogueur ou un influenceur peut écrire ce qu'il veut. Il n'y a aucun conseil de presse, aucun ombudsman, il n'y a personne au-dessus de sa tête qui va venir lui taper sur les doigts s'il a écrit une fausseté. Alors, puis en plus, il n'y a pas de responsabilité. Je veux dire, si un YouTuber publie une vidéo disant que son voisin est un tueur en série qui a enterré ses victimes dans son jardin, bon, peut-être que peut-être que le YouTuber va se faire poursuivre pour diffamation, mais on ne peut pas poursuivre YouTube. Alors que si un média a publié ça, évidemment que le média peut être poursuivi. Donc, il y a un concept de responsabilité derrière un média. Puis, ça vaudrait peut-être la peine d'enseigner ça aux jeunes pour qu'ils comprennent c'est quoi la différence entre Facebook et la presse. Parce que beaucoup de jeunes, c'est obscur. Il n'y a pas de différence. Oui, très intéressant. J'ai la question de Catherine Paré. Dans le cadre du projet de loi qui doit forcer les géants numériques comme Facebook et Google à partager une partie de leurs profits publicitaires avec les médias, le CRTC est pressenti comme organe de régulation de l'utilisation du contenu journalistique par ces plateformes. Le CRTC n'est pas jugé par tous comme un bon candidat arbitre. Mais alors, y aurait-il une autre option? Très bonne question. Pascal? Ça, c'est une question que je laisserais plutôt à quelqu'un comme Pierre Trudel, qui est un professeur de droit, qui a beaucoup réfléchi au droit du numérique, parce que si jamais il existe au Québec ou au Canada une autre agence que le CRTC, lui le sait, ou bien s'il faut créer de toutes pièces une nouvelle agence, ça, c'est quelque chose qui relève vraiment qui dépasse vraiment ma compétence. J'abonde dans le même sens. Désolé, Catherine. En fait, ma question, c'était plus à savoir, on parlait tantôt de Twitter qui s'auto-régule puis que ça pose problème. Puis si on ne veut pas que le gouvernement le fasse, alors qui d'autre? Est-ce que le CRTC pourrait être un bon candidat pour ça? Là, je sais que ça s'éloigne un peu de cette loi-là, mais quel genre d'organisme? Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays qui fonctionnent? En Australie, je pense que c'est l'équivalent de leur CRTC qui chapeaute une espèce d'initiative comme ça, mais pour eux, c'est une espèce d'initiative d'autoréglementation des plateformes qui a été mise en place il y a un peu plus d'1 an. Donc, toutes ces plateformes-là, volontairement, décident de soumettre des manières qui veulent améliorer leur approche à la désinformation. Donc, c'est des grands principes, des lignes très vagues. Chaque plateforme choisit par elle-même ce qu'elle veut faire. Puis tu as l'espèce de CRTC australien qui a un comité en charge de surveiller ça, de faire des rapports pour évaluer. Ah ouais, mais c'est une initiative différente. Je lisais ce que l'autre personne avait écrit dans le chat. Puis bref, le premier rapport par rapport à cette initiative d'autoréglementation-là est sorti et ce CRTC australien-là avait conclu que l'initiative d'autoréglementation ne fonctionnait pas, ça ne changeait vraiment pas grand-chose dans le flou des informations. Puis là, eux allaient exiger une plus grande transparence de ces plateformes-là, puis avoir plus de pouvoir pour aller voir comment leur algorithme fonctionne behind the scenes. Ils auraient le droit de faire des espèces de demandes d'accès
à ces plateformes-là. Mais tel que c'est en ce moment, ça n'a pas l'air de super bien fonctionner pour eux. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans le monde où ça fonctionne bien. Ouais, mais ça dépasse un peu mes compétences aussi. Ça. Moi, je serais curieuse de te poser, Catherine, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais donc certaines personnes y croient que le CRTC ne pourrait pas être un bon candidat. Pourquoi? Est-ce que tu le sais? Ben, c'est selon les articles que j'ai vu passer, comme peut-être vous autres aussi, là, parce qu'il n'y a pas, c'est pas une expérience qu'il a, puis il n'a pas nécessairement l'infrastructure et les ressources humaines et technologiques et autres déjà. C'est pour ça qu'il y a des gros investissements qui ont été annoncés, mais ça, on s'éloigne un peu du sujet. Là-dessus, par contre, je peux ajouter quelque chose. C'est qu'effectivement, personne n'a l'infrastructure ou l'expertise là-dessus parmi les agences gouvernementales. Mais c'est sûr et certain que si jamais, hypothétiquement, une loi disait c'est le CRTC qui va s'occuper de tout ça, ben, j'ose croire que dans la loi, il y aurait des ressources supplémentaires qui seraient allouées au CRTC. Il y aurait un genre de comité, des plateformes qui seraient créées dans lesquelles on irait chercher des experts, parce que les experts, ils existent. On peut en trouver dans le monde universitaire, par exemple. Mais c'est sûr et certain qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas ça. Ce serait le rôle des législateurs que de penser à leur affaire et de dire bon, quel genre de mécanisme on ajoute au CRTC pour le rendre capable de faire ce job-là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant, mais moi, j'ai envie de vous poser une question. On parlait en intro au début du panel que malheureusement, les fausses nouvelles, c'est ce qui se diffuse le plus rapidement sur les réseaux sociaux parce que ça vient chercher nos émotions. C'est souvent des propos très extrêmes, donc c'est ça qui va nous révolter, qui va nous faire pleurer. Bref, toutes les émotions qu'on peut ressentir. Et j'avais regardé une vidéo de Brut, un média français avec le philosophe Étienne Klein, qui parlait de la nuance. Puis il disait que malheureusement, la nuance, ce n'est pas quelque chose de populaire, ce n'est pas sexy. Comment on pourrait valoriser la nuance au sein de notre société? Pascal? Oui, beau problème. Hein? Je me rappelle cette vidéo-là d'Étienne Klein, j'avais beaucoup aimé, effectivement. Puis bon, elle était très populaire, ce qui est donc la preuve que des fois, la nuance, ça pogne. C'est vrai. Mais comment valoriser ça? C'est un travail à long terme. Ça peut aussi faire partie de l'éducation à l'information, faire prendre conscience que la vérité est souvent dans les zones de gris, comme Nicolas ou toi le disiez tout à l'heure, je ne me souviens plus qui. Donc, c'est bien rare que la vérité est entièrement noire ou entièrement blanche. Alors, on le fait un petit peu à travers certains de nos déboulonnages, parce que très souvent, des textes des déclarations d'humeur ne finissent pas par un verdict vrai ou faux, finissent par un verdict mitigé, oui et non, finissent par un verdict du genre, voici les 4 choses à savoir sur ce dossier-là. Mais ça, encore, c'est un autre travail à long terme, d'apprendre ça aux gens, d'apprendre aux gens à être plus nuancés, à avoir des jugements moins polarisés. On a de la job devant nous. Mm-hmm. Nicolas, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je pense que Pascal a bien répondu. Je ne sais pas ce que j'aurais d'intelligent à ajouter. J'ai une question de Pierre Gendron. Croyez-vous en d'autres modèles d'affaires pour le journalisme? C'est intéressant comme question. Je pense que le modèle Substack est en train lentement de prendre la popularité pour ceux et celles qui ne savent pas. C'est un site où on peut écrire. Ben, c'est une plateforme d'infolettres essentiellement, mais on peut aller consulter les infolettres sur le Substack de chaque personne qui décide d'en partir un. Et on peut aussi, si on veut, s'abonner, payer X nombre de dollars pour avoir accès à ces Substacks-là. C'est intéressant. Il y a des gens qui pensent il y a des observateurs qui pensent que c'est vraiment l'avenir du journalisme. Je ne pense pas personnellement qu'un modèle comme ça pourrait fonctionner pour qu'on ait un portrait complet de l'actualité. Je pense que pour certains beats spécialisés, pour certaines personnalités médiatiques, ça peut être une solution intéressante pour faire du journalisme différemment. Je pense qu'on rencontre quand même des problèmes avec ça dans des marchés plus petits comme le Québec où bon, il y a moins de possibilités. Il y a un plus petit public, donc nécessairement, il y a moins d'argent à faire de cette manière-là. De la même manière que c'est difficile d'être un YouTuber au Québec qu'aux États-Unis, par exemple. Sinon, d'autres modèles d'affaires.
Ben, comme des modèles d'affaires de style comme OBNL, des choses comme ça, ça pourrait être quelque chose certainement à explorer, mais des gros concepts révolutionnaires, j'en ai pas comme ça qui me viennent rapidement à l'esprit. Peut-être, Pascal, tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus? Oh non, non, pas du tout. Au contraire, je souscris à l'idée que des modèles comme ça, Substack, peuvent être intéressants, mais pour des petites équipes ou même pour une personne qui développerait une expertise sur quelque chose, un marché de niche, quelque chose de particulier. Le fait est que quand Internet grand public a commencé dans les années 90, il y avait beaucoup d'utopie pour dire que, bon, ça y est, maintenant, on peut aller parler directement au lecteur et aller chercher nous-mêmes des revenus publicitaires de niche. Puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. Il y a, même dans le monde anglophone, il y a une toute petite poignée de médias comme BuzzFeed, comme Gawker, comme le Huffington Post, qui ont réussi à se rentabiliser. Puis même eux, 30 ans plus tard, on s'aperçoit que Gawker a fermé ses portes, Huffington Post a été racheté. C'est pas si évident. Puis le constat aussi, c'est que pour fonctionner, ces trois-là ont eu besoin de jouer beaucoup sur le potinage, sur les nouvelles de vedettes. Et bien sûr que BuzzFeed a créé à un moment donné une antenne de journalistes d'enquête. Ils ont même créé une antenne de journalistes scientifiques, ce qui est assez extraordinaire. Mais pour en arriver là, ils ont été obligés d'aller se rentabiliser par des nouvelles que probablement beaucoup de personnes autour du forum aujourd'hui qualifieraient de superficielles. Puis même ça n'a pas fait ses preuves parce que l'antenne de journalistes scientifiques de BuzzFeed vient tout juste d'être fermée. Alors le fait est que des modèles d'affaires, non, on n'en a pas trouvé. Le modèle du média à but non lucratif, effectivement, est très intéressant, mais dans un marché comme le Québec, ça veut dire quelque chose qui déplaît souverainement à bien des gens. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des subventions. Au Québec, un média à but non lucratif qui n'a pas de subvention, ça n'existe pas. C'est impensable. Aller regarder du côté des médias communautaires, des médias culturels ou des médias de science, Québec Science, l'Agence Science Presse, les débrouillards. Ça prend des subventions gouvernementales pour fonctionner parce qu'il n'y a pas le marché nécessaire, ni publicitaire, ni d'audience pour faire vivre ces médias-là. Alors, si dans le mot modèle d'affaires, vous incluez les subventions, l'aide gouvernementale, ben oui, c'est possible. Mais en général, on n'aime pas trop parler de cette dimension-là. Puis, je pense que tu soulignes, tu as amené un point important en mentionnant BuzzFeed, Huffington Post, etc. Ces médias-là aussi étaient très dépendants des algorithmes, veux pas, parce que on le sait, Facebook, par exemple, va changer ce qu'il va prioriser dans le fil d'actualité, etc. Ben, s'il décide du jour au lendemain de ne pas faire la promotion de sources de nouvelles, ton modèle d'affaires à ce moment-là, c'est complètement fini, là. Puis ce qui est inquiétant un peu avec les réseaux sociaux, c'est qu'avec Facebook, ça avait du sens. Je veux dire, on met un article, les gens cliquent dessus, ils vont sur l'article, les publicités, voilà le modèle de revenu. Mais avec des plateformes comme Instagram, qui misent beaucoup sur la vidéo, sur la photo, avec des plateformes comme TikTok, où c'est purement de la vidéo, c'est difficile de mettre un hyperlien dans ces vidéos-là, c'est du contenu qui se consomme sur la plateforme. C'est difficile de voir comment un média pourrait être, par exemple, seulement sur TikTok et être rentable. Et ça bouge de plus en plus vers des plateformes comme ça. Je veux dire, le public en ligne délaisse de plus en plus des plateformes comme Facebook pour se diriger vers des plateformes comme TikTok. Donc, même là, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans pour l'avenir de nos modèles d'affaires. C'est difficile d'imaginer où est-ce qu'on sera dans quelques décennies avec tout ça. Je vous lis la dernière question de Valérie Pras. J'espère que je le prononce bien. Ou peut-être Valérie Prat. Quel peut être le rôle des citoyens dans la lutte contre la désinformation selon vous? C'est une excellente question. Pascal? Oui, c'est une question qui est très importante. Puis on y a répondu en filigrane pendant la dernière heure, c'est-à-dire que si les citoyens, c'est la responsabilité, à mon sens, des citoyens que de développer des habiletés de base, des réflexes de base quand ils sont devant des informations. À commencer par le premier réflexe qu'on donne dans la formation 30 secondes dans les écoles, qui a l'air terriblement banal, mais qui est de ne jamais partager un texte qu'on n'a pas lu ou jamais partager une vidéo qu'on n'a pas écoutée. C'est fou la quantité de désinformation qui diminuerait si tout le monde développait ce réflexe-là. Puis bon, il y a d'autres réflexes aussi, comme de vérifier la source. Est-ce que la nouvelle vient d'une source qui nous semble fiable ou d'un parfait inconnu qui s'est créé un compte Twitter il y a 3 jours? Des petites questions de base comme ça qu'on peut se poser, des habiletés de base, des réflexes de base qui ne demandent pas des réflexes, qui ne demandent pas des recherches à tout casser de 2 ou 3 heures, mais
ce serait ça, à mon sens, le premier, le plus grand rôle des citoyens. Si chaque personne développe ces réflexes-là, ben, la quantité beaucoup de fausses nouvelles, beaucoup de nouvelles douteuses vont cesser d'être partagées parce que plein de gens vont mettre un frein en se disant « Oups, je ne suis pas sûr pour celle-là, je ne la partagerai pas tout de suite. » C'est une excellente réponse, puis je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à ajouter du côté information de la chose, mais peut-être qu'on a parlé au début des conséquences de la désinformation, de la polarisation que tout ça peut créer. Veux pas, on va souvent revenir à la pandémie en parlant de ça, mais la pandémie a déchiré des familles, a déchiré des amitiés, des gens qui ne se parlent plus. Puis je pense qu'au-delà de tout ce qui touche l'information en tant que telle, c'est de ne pas arrêter de dialoguer avec des gens qui sont peut-être pris dans des spirales de désinformation, de ne pas oublier l'humain derrière ces personnes-là, de ne pas oublier l'importance de nos relations interpersonnelles, puis de ne pas perdre de vue, de ne pas couper les ponts avec des gens nécessairement juste pour ça. C'est difficile parce que souvent, quand des gens sont pris dans ces spirales de désinformation-là, c'est difficile de parler d'autres choses, mais d'être à l'écoute, de poser des questions, parfois, ça peut aller loin, finalement, comme petit geste. C'est une belle façon de conclure le panel. Puis d'ailleurs, c'est l'objectif de la Semaine de la presse et des médias, d'ouvrir le dialogue, de discuter avec les gens sur les enjeux de notre profession, du milieu médiatique. Je tiens à remercier à nouveau Pascal Lapointe et Nicolas De Rosa. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était très instructif, mais c'était aussi inspirant. Puis je sais que la désinformation, ça fait peur, c'est inquiétant, ça donne le vertige, mais on a soulevé plusieurs solutions aujourd'hui. Puis je pense qu'il faut tous ensemble continuer de défendre un journaliste de qualité. C'est comme ça que nos sociétés vont rester éclairées, vont rester libres et aussi équilibrées. Donc, un grand merci pour votre implication dans la Semaine de la presse et des médias. Je tiens à souligner de nouveau la participation de Tamara Alteresco. Et pour les participants, il nous reste encore des activités dans les prochains jours. Donc, je vous invite à participer aux différentes activités. On va avoir 2 panels en hybride ce samedi au Grand Times Hotel de Laval. Un panel sur comment favoriser la diversité culturelle dans les groupes de presse et les médias québécois, un enjeu que Nicolas a bien soulevé tantôt. Et on va avoir aussi un panel sur la confiance envers les médias. Donc, c'est des grandes questions fondamentales en 2020 et il ne faut pas que ces questions-là restent dans le milieu journalistique. Il faut vraiment que tous les membres de la société participent à ces échanges-là. Donc, si ça vous tente de partager nos activités sur vos réseaux sociaux, d'en parler à vos proches, à votre famille, c'est comme ça que les gens vont vouloir s'impliquer, participer à nos différentes activités. Donc, merci aux participants et une dernière fois, merci infiniment aux panélistes. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci, ça fait plaisir. Merci tout le monde qui était là. Bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup, Catherine, également.